Dans le prochain sujet que je vous propose, puisque lundi, le président de la République en personne s'est expliqué sur le silence de la France pendant les événements en Tunisie. Il n'a donné aucun chiffre et c'est très personnalisé comme explication. Je vous en propose quelques extraits. On va revenir à la même chose. En Tunisie, c'est un peuple frère qui a décidé de reprendre en main son destin. Il y avait une désespérance, une souffrance, un sentiment d'étouffer dont il nous faut le reconnaître. Nous n'avions pas pris la juste mesure. Vous comprendrez que le président de la République française, en charge des intérêts de la France, doit tenir compte du poids de l'histoire dans le jugement qu'il porte sur les évolutions de chacun de ces pays. Donc je revendique une certaine réserve lorsqu'il s'agit de commenter les événements de pays qui ont été la France et qui ne le sont plus. Sans doute nous avons sous-estimé, nous la France, cette aspiration de nos amis tunisiens à la liberté, c'est pas de soi. Mais en même temps, restons sur une prudente réserve très amicale à l'endroit du peuple tunisien. Et quand je propose que la France soit l'ambassadeur de la Tunisie pour qu'elle obtienne ce statut avancé avec l'Europe, je crois que c'est une réponse à la hauteur des enjeux. Voilà. Monsieur le Président. Je ne dis pas que c'est simple pour autant tout ceci. Et j'en vois beaucoup qui savaient exactement ce qui allait se passer, mais qui auraient gagné à nous le dire avant. Ça nous aurait permis d'éviter sans doute des approximations. La Tunisie avait été la France. La Tunisie n'a jamais été la France. Non, mais parce que là, c'était des extraits. Il répondait à une question. Il répondait à une question de Laurent Geoffrin qui lui demandait si la France aurait la même attitude avec d'autres pays qui pourraient subir les mêmes événements, dont l'Algérie ou le Maroc. Et là, en l'occurrence, il parlait plus précisément de l'Algérie quand il parlait. J'ai entendu la Tunisie a été la France. Je ne suis pas sourd, non? Mais ça, ils ne font pas pareil avec le Liban. Parce que c'est pas du tout ce qu'il est en train de nous dire là. Ça s'applique pas sur le Liban, parce que jamais la France s'introduit dans la politique intérieure libanaise, comme dans d'autres pays aussi. Mais le double discours, peut-être, je ne sais pas si c'est le bon terme de dire, mais en tout cas, on choisit le pays avec lequel on peut intervenir avec leur politique intérieure. Il n'a pas dit pareil par rapport à la Côte d'Ivoire, ni par rapport au Liban. Et on choisit quand on veut la personne qu'on veut attaquer, quand on veut ne pas attaquer, ça dépend des relations. Mais c'est scandaleux si, avec tous les services que la France a, le gouvernement français ne savait pas ce qui se passait en Tunisie. Ça veut dire qu'il y a un problème avec les services français. Non mais justement, il savait très bien. Il savait très bien au point que Madame Alliot-Marie... Moi j'étais scandalisée par le ministre de la Culture qui dit que la Tunisie c'est pas une dictature. J'aimerais bien savoir quelle est la définition de la dictature si c'était pas une dictature. Ça dépend des déclarations. Attendez, qu'on accorde la question. Avec le ministère des Affaires étrangères qui dit qu'elle va envoyer les CRS et qu'ils ont envoyé des cargaisons de bombes lacrymogènes qu'ils ont arrêté le dernier envoi. C'est scandaleux. En face d'un peuple qui est en soif de liberté, qui est le seul pays laïque dans le monde arabe, arrêtez de nous faire peur dans le monde arabe, que ou bien les extrémistes fanatiques islamistes, ou bien la corruption. On n'a pas un troisième choix. Eh bien oui, on a un troisième choix. Et la Tunisie nous a montré qu'il y a un troisième choix. On n'a pas entendu une seule fois Allahu Akbar dans les manifestations. Pas une mosquée, pas un islamiste a pris la relève. C'est une vraie révolution libre, laïque. Les profs dans les écoles, les lycées et les collèges ont arrêté, ont fait la grève, mais ils ont fait appel à leurs étudiants pour discuter et débattre de la politique de leur pays et de l'avenir de leur pays. Que la France, qui prétend être le pays des droits de l'homme, a un tel comportement en face d'une vraie révolution libre d'un pays arabe, qu'il y a même des gens qui disent non, c'est même pas une révolution arabe, ça l'est. Et que la France ait un comportement pareil. Et en plus, ils nous mentent après. Ils nous prennent vraiment pour des ânes. Non mais quand même, il y a quand même une chose, là encore, si vous voulez, c'est très facile, puisque depuis 15 jours, si vous voulez, nous avons tous découvert ce qu'apparemment tous les gens, les centaines de milliers de gens qui sont partis en vacances en Tunisie n'ont pas vu, parce qu'ils n'ont pas vu une société. Parce qu'ils n'ont pas vu une société. Et on pourrait, non mais laissez-moi finir, si ça vous en dit pas, on pourrait réfléchir au tourisme de masse d'ailleurs et à sa stupidité au passage. Il y a une chose qui s'est passée, puisqu'on devait parler de son mea culpa, Nicolas Sarkozy en a fait un assez léger en disant on n'a pas vu venir. Il y a une chose, je crois, c'est qu'il y avait deux lignes.
et ça nous interroge sur notre diplomatie. Ce que ne pouvait pas dire le président, c'est que nous avons... Attendez, je suis obligé de dire à Philippe Sollers qu'il est en train de faire monter dangereusement les statistiques de la délinquance. Voilà. Il le fait en plus en direct à la télévision devant tout le monde. Avec un cendrier voilà. Ce que ne pouvait pas dire le président, parce que... Tunisien. Ce que ne pouvait pas dire le président, parce qu'il ne peut pas dire ça, c'est qu'en fait il y avait deux lignes. La ligne des services secrets, je crois, qui eux ont assez vite informé le gouvernement sur ce qui se passait, sur le fait que le régime ne tiendrait pas, et la ligne des diplomates. Et ça pose une vraie question, qui jusqu'au bout, je veux dire, jusqu'au bout, ont enfariné le gouvernement en disant mais non, le gouvernement va tenir, Ben Ali va tenir. Pourquoi? Et je crois que c'est une question sur laquelle on devrait s'interroger, surtout dans ces pays dont nous avons été très proches. Je rappelle que la Tunisie n'a pas été une colonie française, bien sûr, mais un protectorat. Mais quand même, beaucoup de gens y parlent français, beaucoup de Tunisiens sont en France, donc nous en avons été très proches. Et dans le fond, moi j'ai l'impression que très souvent, un ambassadeur de France en Tunisie finit par devenir l'ambassadeur de la Tunisie auprès des autorités françaises. Je crois que dans les services secrets, peut-être Alain Boer des informations là-dessus, il me semble que dans les services, on avait une autre... une vision plus lucide. Mais maintenant, je voudrais quand même vous répondre. C'est très facile aujourd'hui, si vous voulez, mais je ne crois pas. La presse a un peu parlé des droits de l'homme, mais de l'étendue de la corruption, certainement pas. Cette espèce de chantage en nous disant c'est l'islamisme ou Ben Ali. Je veux dire, les gens voulaient y croire, ils y ont cru. Donc il y a quand même une responsabilité absolument collective. C'est trop facile, si vous voulez, maintenant de faire comme si nous savions tous. Parce que, après tout, je ne me rappelle pas qu'on ait tellement fait de manifestations à Paris pour la Tunisie. Ils se sentaient un peu seuls, ils le disaient. Et dans le fond, ça nous rassurait parce qu'on nous disait c'est laïque, les femmes sont libres, etc. Donc on voulait y croire aussi. On s'est quand même fait emprisonnés, on en parlait quand même. On en parlait, mais pas tant que ça. Il y a eu des sujets au journal télévisé sur sa chaîne en particulier, sur les tortures en Tunisie. Je me souviens d'en avoir passé un extrait dans un débat sur la Tunisie il y a 2 ans. C'était pas un énorme sujet, vous êtes d'accord? Reprenons sur le ministre de la Culture. Reprenons. Le ministre de la Culture, Philippe Sollers, a raison, qui a inventé ce concept de dictature univoque. On aimerait savoir ce qu'est une dictature non univoque, parce qu'il a dit Ben Ali, ce n'est pas une dictature univoque. Il n'y a pas eu de ligne, il y a eu une ligne politique pour qu'il y ait Frédéric Mitterrand, Bruno Le Maire, ancien villepiniste, qui a dit il est mal jugé, Ben Ali, Madame Alliot-Marie, l'ensemble de ce pouvoir a clairement soutenu jusqu'à l'impossible cette dictature. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Mediapart a été créé il y a un peu moins de 3 ans. Quelques semaines après, le seul pays du continent africain, du monde arabo-musulman, où Mediapart, jusqu'à la Révolution, n'était pas accessible, c'était la Tunisie. Pourquoi? Parce que Pierre Puchot n'a pas arrêté de faire des enquêtes sur la corruption, sur les atteintes aux droits de l'homme. Taoufik Brenbrik, publié sur le site du Nouvel Obs, sur le site de Mediapart, les démocrates tunisiens, Monsef Marzouki, interview sur Mediapart, sans arrêt. Tout ça a été fait. Donc, en clair, et l'aveuglement, c'est certes la corruption, mais l'aveuglement, c'est ce discours stupéfiant de notre président qui dit Ben Ali, je vous remercie, vous avez fait des efforts pour les droits de l'homme, mais surtout pour la sécurité, parce que vous vous rendez compte, si vous ne faisiez pas ça, nous aurions un État taliban aux portes de l'Europe, alors que tout le monde voit ce qu'est le parti dit islamique, qui est un parti du genre de ceux qui sont au pouvoir en Turquie aujourd'hui, et on voit bien, comme Darina l'a très bien dit, quelle est la dynamique de cette révolution. Ce que je voudrais dire, c'est l'Égypte à laquelle on pense ce soir. C'est un événement sans précédent dans tout le monde arabo-musulman. Arrêtons de nous regarder. C'est là où ce président Rikiki ne voit rien. C'est une nouvelle extraordinaire. Enfin, les questions démocratiques, les questions sociales reviennent au cœur de l'agenda. Fini de se tuer au nom des religions, fini de monter sunnites et chiites contre les autres, de massacrer les chrétiens, fini, sortons de cela. En Égypte, c'est fini? C'est pas fini, c'est ça l'espoir. C'est l'espoir. Aujourd'hui, l'ensemble de notre classe politique devrait se mobiliser. Nous défendons ces valeurs-là. Eh bien, ces valeurs-là, c'est la première révolution politique du monde arabo-musulman. Vous êtes un Palestinien qui essaye de combattre le Hamas, qui essaye de combattre des
comme Elias Sambar, que vous invitez parfois. Mais pour lui, il vibre avec cet événement. Mediapart, le 7 février, au Théâtre de la Colline, soirée spéciale autour de Stéphane Hessel, d'Edgar Morin, s'indigner, résister, créer, de Tunis à Paris. Et nous ferons venir les porte-paroles de la révolution tunisienne à Paris, les avocates des droits de l'homme, les féministes tunisiennes, les porte-paroles de l'opposition. Darina sera là, tout le monde sera là, au Théâtre de la Colline, le 7 février. Vous avez tous entendu, vous êtes bienvenus à 20h. Vous pensez que les droits de l'homme et la vibration, ça doit être le seul fondement de toute politique? Non mais c'est très facile, ça fait plaisir aux gens d'entendre ça. Excusez-moi, Elisabeth, écoutez, ne réagissez pas de manière automatique. J'ai bien dit la question démocratique et la question sociale. Ce sont ces questions-là, ce n'est pas les droits de l'homme abstraits, c'est retrouver le sens de la politique, ce qui rapproche les hommes et les femmes, leurs conditions sociales, leurs demandes de liberté, et qui les fait sortir de l'enfermement dans l'identité communautaire, religieuse, la fixité. Et ça, nous nous sommes construits comme ça dans ce pays-ci. Et comment regarderions-nous de haut? Mais c'est la plus belle nouvelle. On doit tous vibrer, comme le jour où Hegel s'est arrêté, ou c'est Kant, je ne sais plus, ou moi c'est Kant, excusez-moi, oui, je dis Hegel, et j'y pense à changer de promenade, quand la Bastille est tombée. Pour tout ce monde qui est, vous savez, ce Samir Kassir, ce confrère libanais qui a été assassiné, et qui est un homme formidable, et qui montrait le protectorat syrien sur le Liban, il a fait un superbe livre, Considération sur le malheur arabe, qui était un livre pas de lamentation, où il fouettait ce monde arabe, qui se complaisait dans cette souffrance, dans cet abandon, dans son malheur. Et là, tout d'un coup, on retrouve une autre voie. Bien sûr que ça peut mal tourner. Toutes les révolutions peuvent être trahies. Toutes les révolutions n'ont pas une histoire écrite. Mais c'est un moment formidable. On doit tous vibrer avec ça. Mais ça, vibrons, Elisabeth. Non, mais je suis d'accord pour vibrer, mais je suis d'accord pour vibrer. Et aux Tunisiens, la question que, puisqu'on parlait de la politique française, c'est assez compliqué. Bien sûr, on aimerait, si vous voulez, pouvoir influencer toutes sortes de régimes. Pensons à la Chine, si vous voulez, qui en termes de dictature et de démocratie, qui a été accueilli, ou bien Assad qui a été accueilli. Non mais très bien. Est-ce que vous pensez qu'on devrait rompre toute relation avec les pays qui ne sont pas démocratiques? Non. Donc vous ne pensez pas, aucun d'entre vous ne le pense. Mais on n'est pas obligé de leur. L'UMP n'est pas obligé de passer un accord avec le Parti communiste chinois parce qu'ils ont des choses à nous apprendre. C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. Tout à fait d'accord. Sur la Tunisie, je crois quand même qu'on ne peut pas en faire une histoire de droite ou de gauche, parce que je crois pas. Pendant les 22 ans de pouvoir de Ben Ali, la gauche a été au pouvoir. Quand je vois Alio Marie ou Delanoë passer toutes leurs vacances en Tunisie, ça me rappelle Marchais qu'elle allait passer en Roumanie. Pour moi, c'est exactement. Excusez-moi, mais il n'y a pas qu'Alio Marie et Delanoë, il y a des centaines de milliers de Français qui l'ont fait. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Parce que le Français qui va en Tunisie parce que ça coûte 3 fois moins cher qu'un d'aller à la Baule, c'est pas la même chose que d'être Georges Marchais qui va se faire recevoir par Ceausescu ou d'être Alio Marie qui se fait accueillir par Ben Ali. En tous les cas, j'attends que les grandes consciences qui aujourd'hui, si vous voulez, volent au secours, et moi aussi je suis très contente de ce qui se passe en Tunisie, et surtout j'espère, parce que c'est vrai qu'on nous a fait peur avec le danger islamiste, il est vrai aussi qu'est Ben Ali, on a quand même, je veux dire, torturé et probablement tué un certain nombre. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne méthode. Et il est vrai, si vous voulez, que la Tunisie apparemment n'est pas menacée. N'est pas menacé par l'islamisme. Comment l'État français n'a pas vu qu'une élection. J'attends de les voir nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire au Maroc, tous ceux qui vont au Maroc, tous. De droite, de gauche. Est-ce que demain, ils me dégoûtent. Les BHL, les Strauss-Kahn et consorts, avec leurs maisons au Maroc, ils me dégoûtent. Est-ce que demain, ils occupent les maisons des Marocains. Du peuple marocain. Comment? Non, mais une élection en Tunisie où Ben Ali a gagné 90% des voix. Tout le monde dit oui, bravo, c'est des élections libres. Oui, c'est pas une dictature, il est élu par le peuple. 98 ou un truc. Personne n'était dupe quand même. Mais alors comment on dit qu'on ne savait pas? Alors qu'il a protesté sur aujourd'hui qu'on ne savait pas? Je savais. Mais que faudrait-il faire en fait? Excusez-moi. Au moins ne pas dire qu'il ne savait pas. Excusez-moi. Moi je crois que. Frédéric, une seconde. Au moins. Une seconde. Parlez-nous de littérature. Voilà, je vais vous parler du goût, qui est la même chose.